Bienvenue dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marilaire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Victoria Roa Stevenson, consultante chez Inspirit et alumni 100 000 entrepreneurs. Bonjour Victoria, merci de nous accorder cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion de la 10e édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. On a pris le parti de vous interviewer parce que vous avez rencontré des femmes entrepreneurs grâce à l'association durant votre parcours universitaire. Victoria, vous avez un master en neurosciences cognitives, un en management de l'innovation, un diplôme d'entrepreneuriat de Sorbonne Université et un de UC Berkeley. Vous avez créé 2 entreprises et vous êtes maintenant consultante en innovation et product management. C'est en 2013, donc il y a 9 ans, que vous avez été en contact pour la première fois avec 100 000 entrepreneurs et vous avez participé à un forum d'entrepreneurs à l'occasion de la première édition des Semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cela s'est-il passé et qui avez-vous rencontré? Oui, alors du coup, enchantée, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors du coup, à l'époque, j'avais 21 ans, j'étais en licence de sciences du vivant à Paris 6 et l'université avait proposé, en fait, avait envoyé comme une sorte de newsletter pour tous les étudiants et il nous avait proposé donc du coup de rencontrer des femmes entrepreneurs. Je pense qu'à l'époque, ça se destinait surtout à essayer d'ouvrir de nouvelles voies en fait aux étudiantes, puisque c'était plutôt un parcours de recherche. Et c'est vrai que ça m'intéressait parce que j'avais un peu... dans l'idée enfin voilà, je me disais que peut-être plus tard je me voyais bien monter ma boîte et j'y étais allée vraiment par curiosité. Et là-bas, je ne saurais pas vous donner les noms des personnes que j'ai rencontrées. En revanche, je me souviens bien de ce qu'elles faisaient. Il y avait une femme en particulier qui avait monté une boîte qui avait vraiment eu beaucoup de succès avant la bulle Internet. Il y en avait une autre qui avait quitté son poste à Disneyland et qui s'était lancée donc, dans la conception de couches éco-responsables. Et une autre encore qui était donc contrôleur à la RATP et qui elle avait arrêté et avait décidé en fait de monter un projet dans les nightclubs. Ok, et qu'est-ce que ces rencontres ont actionné en vous à ce moment-là? Alors du coup, je pense qu'en fait il y a plein de choses qui se sont actionnées de manière un peu implicite sans forcément que je m'en rende compte à l'époque. Mais mine de rien, le casting avait été assez bon parce qu'on avait en fait face à nous, j'étais pas toute seule, 3 entrepreneurs ou peut-être même plus qui avaient donc des backgrounds complètement différents, qui avaient des âges très différents et qui nous expliquaient comment ces projets-là étaient nés. Et en fait, je pense que ça m'a ouvert l'esprit par rapport au fait que finalement, être entrepreneur, que ce soit femme ou homme, ça correspond pas en fait à un profil, à un stéréotype qu'on peut avoir un peu par exemple de la businesswoman quand on parle de la femme entrepreneur. Finalement, on a des profils complètement différents. Et donc du coup c'est un choix qu'on peut avoir nous-mêmes quand on a envie de se lancer, de se jeter à l'eau, etc., de se dire si elles en sont capables, si elles ont des profils, des âges aussi différents, pourquoi pas moi. Le fait d'avoir rencontré des femmes entrepreneurs et non des hommes, est-ce que ça a fait une différence dans votre choix de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, forcément, parce que on s'identifie, je pense, parfois plus facilement en fait à notre genre. En particulier, je pense on connaît tous très bien en fait le profil de l'homme entrepreneur à succès, c'est ultra marketé, on sait à peu près à quoi ça correspond. En revanche, avoir face à soi des femmes entrepreneurs qui sont intelligentes, percutantes, ancrées, déterminées et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, je pense, il y a 9 ans, même si aujourd'hui on en voit de plus en plus. Et pour le coup, moi, en tant qu'étudiante à cette époque-là, voilà, à 21 ans, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et je me disais, ces femmes, elles m'inspirent, quoi.
Et je me souviens qu'il y a une femme en particulier, je crois qu'elle s'appelle Dia. Et je me souviens qu'elle disait, donc elle avait un certain âge quand elle était venue nous rencontrer, et je pense qu'elle avait monté sa boîte peut-être entre 10 et 20 ans avant, quoi. Et elle disait, moi à l'époque, je cumulais tous les handicaps. J'étais une femme, j'étais jeune, j'étais d'Afrique du Nord. Et donc pour elle, c'était vraiment toutes les barrières qu'elle avait eu à lever. Et là, moi, la personne que j'ai rencontrée, c'était une femme qui avait déjà réussi, qui avait fait fortune dans un milieu ultra technique, parce que du coup, elle était, je sais pas si c'était un profil ingénieur ou quelque chose comme ça. Elle était super belle, super intelligente, super pertinente. Et en fait, on se dit, bon, bah, si elle, avec tous les handicaps, entre guillemets, comme elle les appelait, elle a réussi à arriver là, pourquoi pas moi, encore une fois. Du coup, ça ouvre le champ de possibilités pour vous. Complètement, Ok. ouais. Et c'est un beau message, en fait, parce que du coup, encore une fois, j'insiste sur cette diversité de profils, parce que quand on va voir des étudiants, par exemple, on a absolument tout face à soi. On a des gens qui connaissent des gens qui sont dans le milieu, des gens qui connaissent pas du tout, qui savent même pas vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat, etc. Et c'est bien d'avoir des exemples qui soient tellement hétérogènes qu'à un moment donné, ils soient capables de se raccrocher à quelque chose. En se disant, bah tiens, ça me fait un peu penser à moi, et finalement, cette personne, elle y arrive, donc moi aussi, je peux y arriver. Vous avez ensuite décidé de faire un diplôme d'entrepreneuriat au sein du pôle Pépite de votre université et vous avez créé votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure? Ouais, alors du coup, donc entre le moment où j'ai rencontré ces femmes entrepreneurs et le moment où je me suis inscrite, il s'est passé un peu plus de 2 ans. Donc j'ai fini ma licence de sciences du vivant, j'ai fait un master en neurosciences cognitives. Et en fait, j'étais un peu tiraillée entre l'envie de faire une thèse, donc en recherche en neurosciences, et l'envie de monter quelque chose. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, le meilleur choix, c'est tu fais ton master, tu as des bonnes notes, comme ça, si tu veux faire une thèse, bah, tu pourras toujours candidater. Et si tu veux pas, bah, tu pourras toujours aussi te lancer, enfin, il n'y a rien qui sera perdu, en fait. Finalement, j'ai pas vraiment eu à attendre pour faire le choix. Je me suis rendu compte en stage de première année de master que finalement le monde de la recherche, ça me correspondait pas vraiment culturellement en termes d'état d'esprit. Et du coup, bah, l'année suivante, quand je devais faire un stage, j'ai demandé une dérogation pour faire un stage en start-up. Et c'était une start-up qui faisait donc du coup des neurotechnologies, donc ça faisait bien le lien entre mon passé un petit peu de recherche et mon envie d'aller vers de l'entrepreneuriat. Et j'ai obtenu cette dérogation et ça m'a vraiment permis de voir en fait de l'intérieur comment se créer une entreprise. Et en particulier par des profils de chercheurs, parce que là c'était des chercheurs, des postdoctorants en neurosciences qui montaient leur boîte. Et donc voilà, il s'est passé tout ça. Et finalement, quand j'ai fini mon stage, je me suis dit, bon bah ok, j'ai l'impression d'avoir vu, donc je pense que je devais le penser de manière un peu naïve et présomptueuse, mais je me disais, ok, c'est bon, j'ai compris comment ça se passe, etc. Donc j'ai décidé de me lancer. Et j'ai entendu parler d'un concours national qui s'appelait le concours de l'étudiant de l'année. Et donc pareil, hein, toujours de manière un peu présomptueuse, je me suis dit, allez c'est parti, c'est pour moi. Et donc j'y suis allée avec un vague projet de réveil matin végétal. Je pense qu'en fait ce que je voulais c'était vraiment voir si j'avais le cran d'y aller en fait. Et je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller, pardon. Et donc du coup j'ai passé hop, les pré-qualifs, etc. Et puis finalement j'ai passé toutes les étapes et je suis arrivée finaliste. Et ça m'a permis du coup de peaufiner un projet qui est du coup devenu mon entreprise d'après. Et tout est parti voilà, que du projet, je pense, de l'envie d'entreprendre. Et d'un challenge du coup créé par l'envie d'entreprendre. Oui, oui, oui. Ouais, je pense que j'avais ce truc de... J'avais envie de me pousser en fait. C'est un peu particulier, je sais pas exactement comment le décrire, mais je sentais que j'étais capable de. Et du coup, j'y suis allée et je pense que j'ai eu une chance aussi qui était vraiment insolente à l'époque. Enfin, tout ce que je faisais se passait vraiment bien. Je passais des concours, j'étais ou finaliste ou alors j'étais primée. Je me suis retrouvée pareil avec un camarade de classe qui avait entendu parler de mon projet, qui du coup m'a présenté à des amis à lui qui m'ont fait un spot de communication mais digne de grands professionnels. Enfin, c'était fou en fait. Et donc du coup, voilà, dans ce cadre-là, dans le cheminement, je me disais, ok, là je me rends compte que j'ai d'énormes lacunes. Je me lançais dans un projet d'entreprise, j'avais jamais entendu parler de business model, de business plan, enfin, c'est des notions comme ça, voilà, qu'aujourd'hui, tout le monde en a plus ou moins entendu parler. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Comme vous le dites, c'était la première fois, il y a 9 ans, qu'on faisait venir des femmes entrepreneurs. Moi, je crois que je faisais partie de la première ou de la deuxième promo d'étudiants entrepreneurs. Le statut, il venait tout juste d'être lancé. Et je me suis dit, ok, là, il faut absolument que je me forme, en fait, et que je rattrape un peu et que je comble ces lacunes. Et c'est pour ça que j'ai intégré notamment le Pépite Paris Centre et que je me suis lancée dans un master de management de l'innovation. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes avec vous? Dans ma promo, Ouais. il y en avait.
Beaucoup, je dirais pas ça. Honnêtement, en termes de proportion, je me souviens pas, mais je pense pas qu'on ait été à 50-50. Maintenant, on voudrait vous faire écouter une vidéo enregistrée il y a 4 ans à l'occasion des 10 ans de l'association. Et vous étiez venu témoigner de votre parcours entrepreneurial. Entreprendre, c'est le parcours du combattant. Et à la fois, c'est aimer ce qu'on fait, c'est se surpasser et être autonome, indépendant et se découvrir tous les jours. Est-ce que vous êtes toujours en phase avec ces propos tenus il y a 4 ans? Ouais, et je pense que ça traduit bien en fait l'état d'esprit qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ce truc de c'est de l'autonomie, c'est de la liberté, c'est d'aimer ce qu'on fait. Je pense vraiment que c'est une vision du monde en fait et une façon d'être et d'avancer. Aujourd'hui, sur la première partie qui est entreprendre, c'est le parcours du combattant. Je suis toujours complètement en phase avec ça, même si je l'incarne moins, parce qu'aujourd'hui, je suis plus entrepreneur au sens professionnel du terme. Mais oui, complètement, et je me fais confiance parce que je sais qu'il y a 4 ans, j'étais dans le jus, et que quand j'ai dit ça, du coup, j'en sortais, quoi. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Et est-ce que vous avez peut-être un projet de future création d'entreprise? Alors non, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, du coup, moi je suis revenue donc après vers le salariat il y a à peu près justement 4 ans. Et j'ai pas de projet dans l'immédiat. Peut-être qu'un jour ça reviendra, mais c'est pas une nécessité pour moi. Il faut que ce soit naturel. Si ça se fait, c'est parce que c'était le bon projet au bon moment et voilà. Qu'est-ce que vous avez appris de votre parcours d'entrepreneur? Euh, Enfin, ça va sonner très cliché, mais je dirais déjà la résilience. En fait, je pense que c'est surtout vrai quand on rentre dans le monde du travail en étant entrepreneur. Ouais, j'insiste là-dessus parce que si par exemple, là on est écouté par des personnes qui sont plus âgées, qui ont peut-être 20 ans de boîte ou des trucs comme ça, par exemple, faire 2 ou 3 ans d'entrepreneuriat, c'est pas grand-chose en fait dans une carrière. Quand on a la vingtaine, 2 ou 3 ans d'entrepreneuriat, c'est quasiment toute l'expérience professionnelle qu'on a en fait. Et si on se donne à fond et si on est persuadé qu'on va y arriver et qu'on essaie vraiment de mettre toutes les chances de notre côté, c'est une belle expérience, mais c'est une expérience aussi qui est ultra brutale. Ça demande une résilience mais incroyable en fait parce que du coup on se retrouve perpétuellement confronté à ses propres lacunes. On se retrouve aussi à toujours avoir besoin de se surpasser, de vraiment créer à partir de rien. Et tout ça, voilà, ça forge le caractère et ça oblige aussi à se rendre compte de ce qui est vraiment une situation grave, pas grave, etc. et à trouver des solutions rapidement. Sensibiliser les jeunes filles à l'esprit d'entreprendre, en quoi cela fait-il écho en vous? Et vous pensez que c'est toujours un sujet aujourd'hui? Oui, je trouve que c'est important. Et si je viens aujourd'hui, justement, si je prends de mon temps, c'est parce que moi, il y a 9 ans, ça m'a servi. Ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. En tout cas, ça faisait partie de mon chemin. Je pense qu'il y a quelque chose aussi auquel on ne pense pas forcément, mais dans cette sensibilisation, on va aussi adresser des personnes qui ne viennent pas forcément de milieu, où en fait on parle d'entrepreneuriat, où on parle de femmes qui arrivent à prendre en charge quelque part leur carrière, etc., à créer d'elles-mêmes et à avoir du succès avec ça. Du coup, c'est déjà important de pouvoir ouvrir un peu les chakras de ces personnes-là et de pouvoir leur montrer qu'il y a différents modèles, que d'ailleurs, même si l'entrepreneuriat ne fonctionne pas derrière, ça ne veut pas dire qu'on est à la rue, et c'est mon exemple. Mais voilà, de pouvoir montrer une nouvelle voie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce que je trouve intéressante, c'est que vous agissez auprès de personnes qui sont jeunes et qui sont... c'est vraiment des jeunes adultes, en fait, qui sont en train de se former, qui cherchent un peu des modèles, qui sortent aussi un peu du cocon familial et qui ne se rendent pas encore compte peut-être de l'impact qu'ils ont eux-mêmes sur leur vie en fait, et le fait que s'ils ont envie de faire quelque chose, ils sont vraiment aux premières loges et c'est à eux d'agir. Et je trouve que du coup c'est intéressant aussi d'avoir des témoignages d'entrepreneurs, voilà, de personnes qui ont réussi, de personnes comme moi qui ont arrêté, et de leur faire comprendre que le futur, que ce soit leur carrière ou peu importe, c'est eux qui le bâtissent et ils sont aux premières loges pour pouvoir justement apporter leur pierre à l'édifice, quoi. Et je repose volontairement ma question, mais est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité de sensibiliser les jeunes filles en particulier sur l'esprit d'entreprendre? Ou est-ce que selon vous, maintenant, on arrive à un point d'équilibre où les jeunes filles se sentent autant capables d'entreprendre que les jeunes garçons? Je mentirais si je disais que j'ai les données socio-démo derrière pour vous dire oui ou non. En tout cas, oui, je pense que c'est toujours important.
Il y a 9 ans, on n'était quand même pas nombreuses dans cette salle où on rencontrait des entrepreneurs. Au Pépites Paris Centre, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas souvenir qu'on ait été 50-50. Je serais étonnée qu'au bout de quelques années, on soit arrivé là, quoi. Effectivement, avoir autant de femmes que d'hommes dans les classes d'entrepreneuriat, etc. Donc oui, ça me semble important. Je pense que l'esprit d'entreprendre, c'est vraiment le bon terme. On aurait tort de réduire en fait l'entrepreneuriat simplement à quelque chose de professionnel, c'est-à-dire j'ai monté ma boîte professionnellement, je suis chef d'entreprise, etc. C'est pour moi vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une façon d'être en fait. C'est-à-dire on a en soi et on sent en fait les ressources pour faire émerger des projets et se donner les moyens de les concrétiser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai mis une pause dans ma carrière, on va dire, entrepreneuriale, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, au quotidien, dans ma vie, avec ma famille, avec mes amis, etc., j'ai pas encore cette énergie et cet entrain qui me permet justement de pouvoir perpétuellement faire émerger des nouveaux projets et les concrétiser. Ok. La question signature de notre podcast, Entrepreneur, même pas peur, est un message à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors du coup, pour commencer sur celles qui ont des choix d'orientation à faire, je dirais de toujours avoir un plan B. Moi, c'est vrai que j'ai toujours avancé comme ça, et l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le master, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, si je veux faire une thèse, c'est vraiment l'exemple, c'est toujours se dire, bon, si ça marche pas, qu'est-ce que j'ai derrière ? Ça, c'est important. Et je dirais aussi d'emprunter la voie la plus dure, parce que comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est plus facile enfin, c'est pas plus facile, mais en tout cas, on rebondit plus facilement en ayant fait quelque chose de plus difficile que l'inverse, en essayant de rattraper par exemple le retard ou autre. Donc ça, c'est pour les personnes, les jeunes filles qui sont en train de faire des choix d'orientation, et pour celles qui veulent se lancer, je leur dis, allez-y. Mais allez-y pas comme si c'était un stage de fin d'études ou l'expérience étudiante qu'il faut vivre, histoire de dire, voilà, j'ai eu une petite couche de vernis d'entrepreneuriat. Il faut y aller vraiment en pensant qu'on va y arriver en fait. Mais même pas en le pensant, en sentant qu'on va y arriver. C'est-à-dire en se donnant les moyens. Moi, quand je suis partie par exemple aux États-Unis, je suis pas partie en me disant c'est sympa, je pars en Californie. Non, j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Je me suis pris une grosse claque. Mais j'étais quand même persuadée de ce que je faisais et que j'avais les ressources et que j'étais capable, etc. Et c'est que comme ça qu'on vit les choses à fond, qu'on sort vraiment de sa zone de confort, qu'on trouve des ressources en soi qu'on n'imaginait pas. Et que du coup on se développe aussi. Et si je peux conclure, du coup pour ces deux types de profils, pour ceux qui cherchent à s'orienter, ceux qui cherchent à se lancer, il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est même pas une question d'une ligne sympa sur un CV, c'est une question en fait de développer une posture, des ressources et tout un socle fondamental mais ultra puissant en fait, professionnellement parlant. Ça permet en fait, on va toucher à tout quand on est entrepreneur. Moi je me suis retrouvée à faire du juridique comme du commercial, comme des neurosciences, et à la base j'étais formée qu'aux neurosciences en fait. Et du coup ça oblige à aller chercher, à aller essayer de comprendre, à essayer de devenir bon en plus, parce qu'on n'a pas forcément les personnes pour nous aider tout de suite, etc. Et donc du coup ça, dans la vie professionnelle, ça sert, parce que ça veut dire qu'on est capable d'apprendre vite, ça veut dire qu'on est polyvalent, ça veut dire qu'on est capable de s'adapter, ça veut dire qu'on est résilient, et ça veut dire tout plein de choses qui seront utiles quel que soit le contexte professionnel. Merci beaucoup Victoria, c'était très très inspirant. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Elle apprend aux femmes à avoir un impact économique. Elle reviendra sur ses motivations profondes. Ce podcast est réalisé par Léa Marilaire, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.